Salut à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec le baron Harkonnen qui a récupéré des cheveux, le Na baron pour être plus précis. Comment tu vas mon cher Ker? Ben, ça va très bien, souris du désert. Et exactement. Et du coup, nous sommes là pour parler de Dune 2, comme vous l'avez sans doute compris. Et du coup, Ker va vous donner son avis en premier, puis ce sera moi. Ker, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Dune 2? On rappelle à tout le monde que Ker avait adoré Dune 1. Il avait dit que c'était son meilleur film de toute la vie. Et de mon côté, j'avais été un peu plus nuancé. Ker, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'ai beaucoup aimé la partie 1, j'ai surtout énormément aimé l'ouvrage d'Herbert, qui est un de mes livres préférés de... Voilà, et l'adaptation de Villeneuve, dont la deuxième partie sort le 28 février, et que vous avez peut-être eu la chance de voir au cinéma comme nous. Cette deuxième partie est à l'image de la première, c'est-à-dire ça a une grande fresque épique, très prenante, intelligente, une adaptation qui reste respectueuse, courageuse, maîtrisée par Villeneuve et ses scénaristes, avec des modifications apportées au livre d'Herbert, un peu plus appuyées dans cette partie 2 que dans la première partie. Pour faire très clair et très rapide, il y a dans cette partie de l'ouvrage des éléments qui étaient très très difficiles à adapter à l'écran. Qui sont absolument brillants dans l'ouvrage, mais très difficiles à porter à l'écran. Villeneuve s'en est bien sorti. C'est Le film n'est pas toujours à la hauteur de ce que j'en espérais, à cause de la difficulté d'adaptation. Mais qu'on se le dise très clairement, pour moi, Dune partie 2, à l'image de ce qu'était Dune partie 1, est très au-dessus de toutes les productions hollywoodiennes post-Covid. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Il met à l'amende véritablement une immense partie des blockbusters américains à tous les niveaux, que ce soit visuellement ou scénaristiquement, au niveau de l'utilisation des acteurs et la qualité du casting. Je pense qu'on a rarement vu un casting aussi quali dans un blockbuster, voilà. Moi, un dernier petit truc qui me chiffonne un peu, c'est que je pense que l'ensemble est trop court. Pour moi, d'une partie 2 méritait 1 heure supplémentaire. Mais je reviendrai un peu Donc un plus film de après. 4 heures. Ouais. Bah oui, pour que ce soit vraiment au top, aux petits oignons, j'aurais rajouté peut-être pas 1 heure, mais une grosse demi-heure quand même. Je t'avoue que je regardais ma montre, et quand j'ai vu qu'il restait que 45 minutes et où on en était dans le film, je me suis dit, oh mon Dieu, ils vont pas le finir. Et bon, voilà. Mais on en parlera un peu plus après dans la vidéo. Et toi, rapidement, qu'en as-tu pensé? Alors du coup, moi de mon côté, ce film, c'est un film qui est magnifique. Vraiment d'un point de vue visuel, c'est absolument inattaquable. Le film est splendide. Le mixage audio est fou. Vraiment, chaque son travaille. Le travail sur le pouvoir de la voix, les petits bruits du désert, les bruits gutturaux qu'on entend, des paroles des différentes langues et tout, c'est impeccable. Le travail de chez toutes les idées visuelles, hein. Aller filmer en caméra infrarouge pour faire une espèce de noir et blanc inversé chez les Harkonnen, la filmographie du désert, enfin on a déjà vu des déserts dans d'autres films qui étaient quand même moins impressionnants. Là c'est vraiment absolument magnifique. Il y a des mouvements de caméra qui sont vraiment de la pure poésie. Quand on a du coup Paul qui marche sur les dunes et que la caméra le suit pendant qu'il est en train de trouver le bon endroit où il va être sur la dune pour sauter sur un verre. Il y a la caméra qui le dépasse et qui revient. La caméra raconte quelque chose. Elle nous met vraiment en place de spectateurs avec les personnages. Il y a tout le travail qui a été fait et que sur les mouvements, encore une fois, c'est quelques mouvements très subtils mais très très jolis où Paul est avec Chani assis sur les dunes et il lui dit c'était là où tu vois des dunes, c'était de l'océan. Et la caméra en fait monte un tout petit peu. On sent la grue qui fait un mouvement très léger pour nous montrer les dunes. C'est exactement cette image. C'est
il y a vraiment des moments qui sont de la poésie par la beauté, par le son et par la mise en scène. Ça, c'est vraiment impeccable. Les trucages, on peut rien dire sur les trucages. Le film, il y a très très peu de moments où on sent le côté très digital, froid. Enfin, ça peut arriver, mais même les effets spéciaux qui sont un peu compliqués, comme les boucliers, le bouclier de certains vaisseaux est absolument magnifique. Enfin, vraiment, le film est à ces niveaux-là dans sa conception, je trouve, est inattaquable et une des meilleures choses qui s'est fait. Au niveau du scénario, alors au niveau du jeu d'acteur, je trouve que c'est aussi, encore une fois, un quasi sans faute. Je sais pas, je trouve qu'il manque des nuances à Shani de Zendaya. C'est très bien, mais je pense que ça aurait pu aller plus loin. Il y a vraiment, chez les Harkonnen, c'est hyper bien joué, le baron, il est super bien joué. Donc il y a vraiment, on a l'impression que quelqu'un nous a invités pour manger dans un 5 étoiles. Et du coup, on va avoir tous ces mecs qui sont préparés, tout a vraiment un bon goût, tout est bien fait, etc. On est en train de consommer un 5 étoiles. Les scènes d'action ne sont pas absurdes. Il n'y a pas un moment, quand il y a des, je vais pas vous décrire la fin, mais quand il y a des scènes d'action où on imaginerait que d'un seul coup, vous savez, dans les films américains, quand il y a une action et quelqu'un qui appuie sur la voiture explose, quelqu'un tombe contre un mur, le mur est explosé. Enfin, tout est, il n'y a plus rien qui a une raison. Et là, tout est nickel. C'est-à-dire que il tombe pas dans des facilités pour faire plus grandiose. Il s'occupe juste de faire des belles images. Donc tout ça, j'ai trouvé ça absolument impeccable. Il y a un mais, c'est juste à titre personnel. Donc là, j'essaie de séparer un peu l'avis objectif et subjectif. Mon avis le plus objectif, si c'est possible, c'est que le film est d'une facture impeccable. Mon avis subjectif, et ce n'est vraiment que mon goût personnel, j'arrive pas à accrocher à l'univers de Dune. La mythologie, les trucs, c'est marrant parce que il y a beaucoup de points où on pourrait prendre un Star Wars et dire Star Wars c'est dans les dunes, c'est moins bien filmé, c'est machin, etc. Mais ça ne parle pas à mon imaginaire du tout. Il y a très très peu de moments dans Dune où je suis emporté par l'histoire et j'ai envie de vraiment d'être embarqué par ces personnages. Le look, quand je dis l'univers, c'est aussi le chara-design, le design des costumes, des accessoires, tout est impeccable. Vraiment, tout est impeccable, mais ça ne me parle pas. Je suis dans un musée, je suis dans un 5 étoiles qui est d'une spécialité qui n'est pas la mienne. Je suis dans un musée où il n'y a que des œuvres de maîtres, mais où je suis pas le bon spectateur. C'est un film que j'ai énormément apprécié. C'est un film qui s'assoit sur, comme le disait Kerr, sur la totalité des gros films de ces dernières années, si on compare de box-office à box-office. Film à potentiel de box-office à potentiel de box-office. Et le truc, c'est que je sais pas pourquoi, il y a un truc, il y a une barrière, j'arrive pas à m'accrocher à l'histoire de Paul, et peut-être le seul dont j'arrive à m'accrocher à son histoire, j'arrive à m'accrocher à ce côté, les messies, faites attention à vos messies, peut-être que tout ça c'est de la manipulation. Ça, c'est des éléments qui me parlent, mais j'arrive pas à accrocher à la plus large histoire, à la culture des Fremen. C'est que du caviar, mais c'est donné au cochon, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage, ça ne me parle pas. Mais par contre, Denis Villeneuve est un réalisateur absolument ouf. Il rentre petit à petit dans la cour des grands. Je voyais que là, certaines des avant-premières, il était interviewé par Nolan. Vraiment, on a de la chance d'être en train d'un temps où il y a ce renouveau de grands réalisateurs avec Nolan, Villeneuve. C'est vraiment un plaisir. Je l'ai pas dit, mais l'IMAX aussi a vraiment un énorme. C'est un coût, c'est un poids physiquement, hein, pour les gens qui tournent. Les caméras sont énormes, etc. Mais tout est bien pensé, tout est bien fait. Voilà, j'ai juste ce petit bémol de moi, à titre personnel, ne pas arriver à accrocher. Et toi, mon cher Kerr, en version un peu plus longue. Alors, je vais te rejoindre sur tout sauf 2 points. Le premier, c'est Shani. Elle est beaucoup plus travaillée et nuancée dans le film qu'elle ne l'est dans l'œuvre. Donc moi, je trouvais que c'était un plus.
Après, ça n'empêche pas que tu peux vouloir, toi, qu'elle soit encore plus nuancée dans ce film. Et l'autre point, c'est sur l'affect vis-à-vis de l'univers, puisque moi, au contraire, j'aime énormément Dune. Et du coup, j'en attendais beaucoup, et surtout, j'attendais énormément du respect de l'œuvre, ou en tout cas de retrouver ce qui fait l'ADN de Dune. Ça, j'en parlerai après. Je vais revenir sur des points que toi tu as abordés. Je te rejoins sur tout. Visuellement, en effet, c'est parfait. Euh, Après un premier visionnage, et alors, je vais préciser, moi par exemple, c'est le dernier visionnage de Dune partie 1 qui m'a le plus plu, alors que j'ai vu un paquet de fois, parce que je me suis attardé énormément sur les détails, sur la qualité visuelle, sur certains effets spéciaux et tout. Donc je pense qu'en revoyant Dune partie 2, il y a des choses qui là m'ont échappé dans la vitesse du premier visionnage, et puis aussi dans le fait d'ingurgiter l'intrigue, le récit, enfin ce qui est logique hein, avec un premier visionnage. Il y a des choses que l'on rate, mais j'ai trouvé que peut-être il manquait quelques effets aussi marquants que par exemple pouvait l'être la chute des bombes sur les vaisseaux Atreides quand elles se rentrent au contact du bouclier des vaisseaux Atreides lorsque les Harkonnen attaquent dans la première partie. Il manque quelques petits effets. Ceci étant dit, le film commence par une scène qui m'a littéralement scié les pattes, et qui est une scène somme toute assez anecdotique, mais qui illustre à merveille ce que tu disais sur Denis Villeneuve, c'est que il a tout du génie, et c'est tant mieux. Tu parlais de l'IMAX. Moi, je l'ai pas vu en IMAX. Je l'ai vu dans le système ICE de CGR. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de voir ce film au cinéma et de voir ce film dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire avec un son de ouf. Car il y a une scène dans le film, je ne vous dirai pas laquelle parce qu'on ne spoil pas, mais où ça tremble énormément à l'écran. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai la même sensation de tremblement dans la salle. La salle tremblait, les sièges tremblaient, et ça allait extrêmement bien avec ce que nous montrait le film. Et c'était grisant, vraiment. Donc moi, je vous conseille de le voir dans de très bonne qualité. Le casting. Euh, Moi, Zendaya, j'ai trouvé très bien. Il y a des personnages, mais j'en parlerai un peu après, qui sont plus en retrait, donc forcément la prestation des acteurs est forcément amoindrie. Rebecca Ferguson, brillante. Javier Bardem, brillant. Josh Brolin, il était très charismatique dans la première partie, je le trouve un peu plus effacé. Austin Butler fait une entrée remarquée, remarquable en Fedrota. Irulan, Florence Pugh, excellent. Excellente, pardon. Mais alors, Timothée Chalamet est très bon sur 2 heures de film, et les 45 dernières minutes, pardon, il est incroyable. Il a un charisme, il incarne Paul, il est bluffant. Vraiment, il est bluffant. Moi, il fait partie de la grande force de la dernière partie du film. Il est vraiment très impressionnant. À ça, j'ajoute quand même la musique qui habille magistralement le film. C'est vraiment du grand Zimmer. On rappelle que tu avais dit que la musique dans le premier te gavait. Alors, moi, de ce que j'avais retenu, et je partageais à peu près ce point de vue-là, c'est que la BO du premier était, à mon sens, bonne dans le film, mais difficile à écouter en dehors. Là, c'est plus le cas. Elle est excellente dans le film, et elle est très agréable à écouter en dehors. Moi, je l'écoute depuis que j'ai vu le film en boucle, et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà. Ouais, je me permets de réagir. Tu veux réagir sur la musique avant que j'enchaîne ? Je me permets de réagir sur ce point de musique. Effectivement, j'aime pas du tout les chants polyphoniques. Ça me gonfle. Je comprends la technicité. Enfin, je comprends. J'envisage la technicité du truc, mais ça me gonfle. Et là, j'ai remarqué que ces chants polyphoniques sont vraiment en retrait. On les a eus, et c'était vraiment merci. Merci à toutes les personnes qui ont fait la musique, parce que du coup, ils nous ont moins tué les tympans. Et d'une manière générale, comme je disais, l'ambiance musicale est
incroyablement travaillé avec le son design. C'est un mix parfait de l'un à l'autre. À quel moment est un son qui est un son qui est là pour habiller le bruit d'une voix Harkonnen? À quel moment c'est de la musique? C'est vraiment, vraiment intéressant. On rappelle que le monteur de Denis Villeneuve, dont j'ai oublié le nom, est un compositeur de musique et ça se sent qu'il y a une partition, il y a une écriture dans la manière dont c'est monté, dont c'est mélangé avec l'image. Et pour te donner une transition, mon cher Kerr, tu disais tout à l'heure que la durée du film, toi, tu aurais voulu que ça dure 1 heure de plus. Et en fait, c'est vrai que la conception de ce film, on a envie que le film ait plus de temps à la fin, parce que ce qui s'y passe est un peu rushé. Les 40 dernières minutes sont vraiment, on a l'impression que c'est rushé. On a l'impression que si ça avait été Peter Jackson, ça aurait été un film à part entière. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, il y a des vraies longueurs par moment dans le film. Des moments qui sont vraiment très religieux, des moments d'introspection. Et c'est bien qu'un film de cette taille-là, que tous les films ne soient pas branded et que des films de cette taille-là aient des moments d'introspection. Je dirais seulement que peut-être qu'en tant que spectateur qui est peut-être habitué aujourd'hui par des films qui vont très très vite, je suis peut-être pas, encore une fois, la bonne personne pour recevoir un film qui, au contraire, a un acte 2 qui est très lent. Vraiment, au début, on remet toutes les choses en place et tout. Acte 1, l'exposition. Le film a un rythme assez normal. Acte 3, le film a un rythme effréné. Et cet acte 2, on a l'impression que tout se pose. Alors oui, il raconte quelque chose qui se passe sur des mois, mais on a vraiment un rythme qui est trop lent et qui suscite pas d'ennui parce que ce qu'on voit est magnifique. Mais ça donne un film qui a un rythme très étrange. Oui. Il est très paradoxal, ce film. Mais j'avais réfléchi à ça. Vraiment adapté et le restant, de manière très conventionnelle, sauce Hollywood, Fast and Furious et compagnie, Dune, c'est exclure finalement les 3/4 de ce qui est réellement Dune. Tout ce côté prophétique qui forcément est très difficile à adapter à l'écran déjà quand on veut bien le faire. Alors en plus, si on veut le rusher, là, il y a plein d'ellipses dans le film. Là, je vais parler justement un peu plus de l'adaptation, sans spoiler d'abord, et puis après, comme mon chagrin, tu seras parti, puisque tu n'as pas terminé le bouquin. Je vais aborder des éléments un peu plus avec spoil très rapidement, mais là, toute la première partie, il n'y a pas de spoil. Je disais que j'étais... Je vais juste, avant que tu pars sur tout ça, rappeler que le film... voyez-le comme un film qui clôture un peu une partie de l'histoire, mais qui est ouvert, donc attendez-vous à ça. Et Denis Villeneuve est déjà en train de discuter d'une part 3, ou en tout cas d'une suite. Attention, ça s'appelle pas partie 3. Non, je sais bien, j'explique pour les gens, je sais que c'est un autre livre, etc., mais c'est une suite donc à ce Dune. Et le truc, c'est qu'il explique qu'il aimerait bien un temps, voire peut-être faire un autre film entre les deux, mais qu'il est déjà en écriture de la partie 3. Là, je repars sur le récit, mon cher Greg, donc sans spoil. Je disais donc qu'il était à l'image du premier, c'est-à-dire un film que j'ai trouvé inégal dans le récit. Pourquoi ? À cause de la difficulté d'adapter, mais paradoxalement, s'il est inégal, il est toujours très bon. Le premier, moi par exemple, j'avais trouvé que le piège qui se ferme lentement sur les Atreides est absolument magistral. Dans le traitement, dans l'adaptation, tout est très réussi. La rencontre avec les Fremen est plus délicate à manœuvrer, c'était une évidence, et j'avais trouvé que Denis Villeneuve s'en sortait bien. Ça aurait pu peut-être être mieux, ça casse un peu le rythme de la partie 1, mais c'était difficile à adapter, il s'en sortait bien. Dans la seconde partie, c'est l'inverse. C'est les 2 premiers tiers du film qui est sur Muad'Dib, pour résumer, et le dernier tiers qui est un rush plus sur l'histoire avec Harkonnen et compagnie, qui là est très hollywoodien et du coup très très prenant avec un rythme très intense. Mais tout ce que je dis là, ça n'est pas un reproche et ça peut être paradoxal car ça a du sens. La partie vraiment de la seconde partie du livre
d'Herbert est pour moi vraiment très difficile à adapter. Elle est complexe, elle est cérébrale, elle est verbeuse, elle est mystique. Villeneuve y a ajouté un côté un peu poétique dans la relation Chani et Paul. C'était très très difficile à retranscrire à l'écran. Et Villeneuve et ses scénaristes s'en sortent au final au mieux. Et ils en ressortent même du très bon. Donc c'est un peu paradoxal parce que comme toi j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs et puis j'ai eu un peu un côté un peu frustration parfois, etc. Mais est-ce qu'ils auraient pu sincèrement faire mieux qu'ils ne l'ont fait là, avec un matériel autant quali que le livre d'Herbert et aussi dur à adapter? Ben, j'ai envie de dire, je pense pas. Il a eu le courage de l'adapter. On voit que Fondation a toujours été considéré comme inadaptable. Eh ben, quand Apple a fait la série, ils ont dit, oh bah, on va complètement changer le truc, on assume de s'éloigner des bouquins. Là, Villeneuve est resté dessus. Donc ça, c'est bien. Tu parlais de quelque chose de très intéressant. Tu disais, euh, tu, tu faisais comprendre que cette fin de partie 2 ouvrait. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'embête un peu, c'est que la fin est plus ambiguë qu'elle ne devrait l'être. Elle peut donner l'impression au téléspectateur, à quelqu'un qui n'a pas lu, le livre, que ça n'est pas fini. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que le troisième film n'est pas la partie 3. C'est l'adaptation du livre Le Messie de Dune. Euh, et ça, moi, en sortant du film, j'étais un peu amer. Mais encore une fois, c'est entendable, c'est respectable. Euh, et il y a un truc que j'ai trouvé très réussi dans le film. C'est vraiment une des forces de l'adaptation de Villeneuve, c'est de nous laisser lire vraiment entre les lignes. Il y a certains aspects du récit qui sont énoncés implicitement dans le film ou dans le précédent et qui nécessitent pour nous de le décrypter. Et notamment sur la lecture de la fin du film. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de réussi. Après, il y a aussi quelque chose qui change beaucoup entre la partie 2 et la partie 1. C'est que là, il y a vraiment des changements plus importants et ils sont clairement assumés. Il y a un truc qui fait écho à une sortie de Denis Villeneuve de ces derniers jours qui a fait beaucoup de bruit. C'est que Dune d'Herbert est un livre où on parle beaucoup. Et Denis Villeneuve récemment a expliqué globalement que pour lui le dialogue portait préjudice au cinéma, que c'était quelque chose qui venait des séries, que lui ce qu'il aimait c'était l'image, qu'elle seule restait. Et c'est pas étonnant quand on voit son film. Il y a des scènes où des personnages vont avoir des phases de dialogue très épiques, un peu à la Braveheart, un peu à la Aragorn qui motive ses troupes pour aller sauver Frodon. Sauf que là en fait tu t'en fiches. Ce qui va presque, ce que tu vas retenir, c'est l'image, c'est la manière de Denis Villeneuve film et surtout de comment les acteurs interprètent tout ça. Et en fait, ça correspond bien à l'adaptation qu'a fait Denis Villeneuve, où lui, il a vraiment coupé énormément d'échanges entre les personnages, ce qui conduit à sacrifier même certains personnages et l'intérêt de certains personnages. Il y a des personnages dans Dune qui sont très marquants par ce qu'ils disent, moins par ce qu'ils font. Et Denis Villeneuve n'étant pas moins dans le dialogue que ne l'était Herbert, ça se sent. Il y a des personnages aussi qui sont absents ou présents d'une autre manière dans Dune. Il y en a un surtout qui va forcément faire beaucoup parler les lecteurs. Il y a d'autres qui sont davantage développés, qui sont transformés, comme Irulan, comme Fedrota, comme Chani. Il y a aussi un aspect de l'œuvre d'Herbert qui est effacé dans cette partie 2, qui était un peu présent dans la partie 1 avec Tufirawat, mais qui est très présent dans le livre d'Herbert et qui ne l'est pas, c'est les Mentat, au profit des Bene Gesserit, et c'est un choix absolument assumé par Denis Villeneuve. Mais on pourrait dire à encore quelqu'un qui se plaint d'adaptation l'année dernière, c'est pas les mêmes dialogues, c'est pas la même importance de tel ou tel personnage. Non, je m'en plains pas. Ce sont des choix qui sont cohérents, qui sont respectables et qui sont assumés par Villeneuve. Donc au final, je ne peux que respecter ce qu'il a fait. C'est une adaptation qui est globalement libre et il s'en sort très très bien. Et alors après, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, je vais pas
à proprement spoiler. Mais moi, une des grandes forces de cette deuxième partie, c'est d'aborder, c'est d'être un récit prophétique. C'est la naissance d'un Messie. Comment est-ce que tout ça est mis en place? Comment est-ce que les croyances et leurs forces, l'ambiguïté entre ce que l'on croit, entre ce que l'on croit et ce qui est, ce que l'on veut nous faire croire. Il y a plein de choses sur la naissance du caractère prophète Messie qui est extrêmement intéressant. Aussi la cruauté de la vengeance, la cruauté du fanatisme, c'est très très réussi, je trouve, et c'est très intéressant pour quelqu'un qui par exemple n'a pas lu le livre de voir ce point-là qui est très rare dans les films être vraiment abordé. Paul était présenté déjà dans la partie 1 comme un potentiel messie, c'est le cœur de la partie 2, et la manière dont tout ceci est construit est très intéressant. Donc voilà, là je peux spoiler si tu veux mon chat grec pour terminer la vidéo. Est-ce que tu veux nous dire au revoir avant d'être spoilé? Mais t'es encore là? Je suis parti, Oui, je suis revenu de la maison, j'ai fait des courses, t'es encore en train, t'es avec le micro, t'es en train de parler. Ok, bah écoute, je suis d'un avis mitigé par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, alors c'est parti pour le spoil, mon cher Greg. Alors spoil léger, hein, vous inquiétez pas, je vais pas partir dans une grande analyse. Au niveau des grands changements, bien évidemment, ce qui change, c'est sa sœur. Donc Alia, pour la simple et bonne raison que Villeneuve a voulu raccourcir le temps du récit. Là où ça s'étend sur plusieurs années, bien évidemment, dans le bouquin, c'est pas le cas ici, et donc il a fait un choix que j'ai trouvé pour le coup très intéressant de le faire en bébé dans le ventre de Jessica et de la communication entre le bébé et la mère. Dans le livre, Alia est un peu plus grande, puisque c'est elle qui tue le baron Harkonnen. Là, clairement pas. Donc c'est un choix assumé et en plus que je trouve très intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand je parlais de personnages qui perd en intensité, c'était très clairement le baron Harkonnen, qui est un personnage très charismatique par ses prises de parole. Là, forcément, en réduisant sa parole à je me moque de Rabanne, je titille un peu Fedrota, mais ça se limite à ça. C'est intéressant de voir qu'il place vraiment Irulan et l'empereur Padisha dans le récit. Dans le bouquin, c'est amené différemment. Donc ça, il y a pas de souci. Et quand je parlais de charisme de Paul, quand il a bu l'eau de la vie et qu'il prend la parole à l'Assemblée des Fremen, Timothée Chalamet, dans cette scène-là, il est incroyablement charismatique. Et ça va jusqu'à la fin, et la scène où il fait embrasser son sceau par l'empereur, c'est bluffant. Là où on parlait de fin un peu ambiguë qui peut laisser croire à une potentielle troisième partie, c'est que en fait, le film nous fait comprendre par le baiser sur le sceau que Paul est empereur. Mais c'est pas clairement dit. Et dans le bouquin, dans le film, pardon, quand Paul dit aux Fremen allez au paradis et ils montent dans les vaisseaux, c'est le début du djihad qui va durer 12 ans dans le bouquin. Mais c'est expliqué à la fin. Voilà, on sait, il y a un djihad. Attention, Ker, le but n'est pas de spoiler les 4 prochains films. Ker, attention, Ker, le but n'est pas de... C'est une partie spoil, analyse des livres qui n'est pas sur d'écrire et spoiler tous les prochains films. On est d'accord? Alors, justement, ça ne sera pas dans les prochains films. Enfin, si c'est dans les prochains films, il va pas adapter le Messie de Dune. Le Messie de Dune commence par ce que je viens de te dire. Littéralement, je l'ai réécouté hier soir en audiobook. Tu as le début du Messie de Dune, c'est exactement ce que je viens de dire. Mais genre les 30 premières secondes. Donc tout ça, c'est la fin de Dune. C'est la fin de Dune. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce d'ambiguïté sur... mais je pensais que t'étais parti là, parce que moi j'ai spoilé, si t'as tout entendu, mon pauvre, au secours. Le truc, c'est que
c'est ce problème d'ambiguïté de la fin qui t'ouvre vers une potentielle partie 3 qui va tromper le spectateur, mais en même temps il faut le garder un peu en haleine, le spectateur, pour qu'il ait envie d'aller voir le troisième. Donc je comprends, mais en même temps je trouve que cette ambiguïté elle est un peu délicate. Ceci étant dit, il y a des points qui sont dits dans le film. Paul a une vision dans le premier où il prend un vaisseau, il est en Fremen avec les yeux bleus et à côté de lui il y a Chani, et il dit bien dans le film que Chani va comprendre et qu'elle va lui pardonner. Donc en fait le plan final avec Zendaya, on comprend que c'est une colère momentanée, mais qu'elle va comprendre. Il y a des trucs que moi j'aurais changé. Par exemple, quand Paul fait face à Irulan, au lieu que Chani s'en aille, moi j'aurais adoré que Chani arrive, se mette à côté de Paul pour faire comprendre à Irulan que c'est Chani et Paul, pas Paul et Irulan. Ça aurait été très bien. Ils ont fait un choix qui était différent. C'est un choix aussi qui est compréhensible puisque Denis Villeneuve avait dit que c'était un film qui serait surtout sur Chani. Ça, il l'avait dit juste après la sortie de Dune partie 1. Il avait dit la partie 2 sera sur Chani et pas sur Paul. Dans les faits, c'est pas réellement le cas. Pour moi, il y a 3 personnages principaux dans le film. Il y a Chani, Jessica et Paul. Avec derrière aussi Irulan, tu sens qu'elle est importante. Mais le truc, c'est que c'est ce côté un peu ambigu de la fin m'embête, mais comme je disais, le film te permet de comprendre ça si tu creuses un peu. Et un dernier élément que je voulais aborder, c'est sur l'aspect... je parlais de côté de la vengeance. Il y a un parallèle qui est fait avec la première partie que j'ai trouvé absolument brillant. Lorsque les Fremen massacrent les Harkonnen, ils le font littéralement comme les Harkonnen avaient massacré les Atreides. C'est une scène inversée. C'est dans le même lieu, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes explosions. Et en fait, on est vraiment sur... on peut se poser la question de qui sont les monstres, qui sont les victimes. Le baron a attaqué sans sommation, sans déclaration de guerre. Le film commence en le rappelant. Paul fait de même. Du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant sur qui est Paul et ce qu'ils sont amenés à faire. Est-ce que finalement ils sont mieux que les Harkonnen? Est-ce que tu réponds à l'infamie par l'infamie? Enfin, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes, très intelligentes dans le récit de Villeneuve et sa manière de le filmer. Donc voilà, pour conclure, globalement, très grand film, une très solide adaptation et très envie de voir la suite parce que le Messie de Dune mérite une adaptation cinématographique. Comme l'a dit Denis Villeneuve, ça sera très dur à adapter. Et pour ceux qui espèrent que tous les films seront adaptés, Denis Villeneuve a clairement dit que le Messie de Dune, ça sera sa dernière partie. Et que pour une simple et bonne... Alors pour moi, il y a une raison, c'est qu'il a envie de tourner la page. Mais surtout, je pense, et il l'a dit clairement, la suite est quasiment inadaptable. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait. Si vous n'êtes pas abonné à Spotify, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page Spotify qu'on a créée récemment. Et mettre les 5 étoiles. N'hésitez pas aussi et c'est ce que à mettre dire, parce le que ça aide petit énormément. like sur la vidéo. C'est un moyen de nous soutenir. Ou encore, soyons plus fous, de vous abonner. Ou même, encore plus fou, de partager. Mais là, on est vraiment sur la folie du verre. Hein. Et du coup, eh bien, des bisous à tous. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Ciao.